Allez, on continue. Donc, maintenant, on va faire l'étude sémiologique de la dysphagie. Donc, on commence toujours par l'interrogatoire, bien sûr. Donc, la date de début, soit elle est récente, donc on dit euh, qu'il y a un trouble mécanique. Et lorsqu'elle est ancienne, donc c'est un trouble fonctionnel, donc c'est un trouble dans la contracture de la musculature œsophagienne. Bien sûr, on passe maintenant au mode de début, soit elle est brutale, soit elle est progressive. Donc, lorsqu'elle est brutale, il vous dit après une émotion ou après la déglutition trop rapide d'un gros repas, donc soit en émotion, soit la déglutition d'un trop rapide, bien sûr, d'un gros repas. Bien sûr, le malade ne peut plus rien avaler, elle est brusque, donc brutalement, brusquement, même bien sûr une gorge d'eau. Donc il ne peut même pas boire de l'eau. Donc cette dysphagie cède par des manœuvres. Bien sûr, le caractère de cette dysphagie brutale, elle est cédée par des manœuvres. Bien sûr, elle se voit au cours de la méga-oesophage. C'est tout simplement euh, un obstacle ou bien une atteinte fonctionnelle. Lorsqu'elle est progressive, donc il vous dit qu'elle est d'abord simple sensation d'accrochage pour les grosses bouchées, puis la gêne devient plus précise et élective pour les aliments solides, le pain et la viande. Donc d'abord, elle est simple, puis, le gêne devient plus précis. Pour les aliments solides, c'est le pain et la viande. C'est tout simplement le cancer de l'œsophage, donc elle est mécanique. Pour le degré de cette dysphagie, soit elle est minime, soit elle est importante, soit on aura une aphagie. Donc lorsqu'elle est minime, donc on dit c'est une simple accrochage, c'est un simple accrochage lors de la déglutition des grosses bouchées. Donc c'est un simple accrochage. Elle a une grande valeur sémiologique car elle peut être le premier signe d'un cancer de l'œsophage au début. Donc le cancer de l'œsophage lorsqu'elle est minime. Lorsqu'elle est importante, donc on dit elle touche surtout les solides. Et aphagie, c'est le stade ultime, c'est le stade final, c'est le stade terminal. Donc on aura l'impossibilité absolue d'avaler. Donc je répète le degré, soit minime, soit importante, soit aphagie. Pour la minime, on a dit c'est une simple accrochage. Donc elle se voit au cours du cancer de l'œsophage au début. Et encore, lorsqu'elle est importante, donc elle touche les aliments solides. Et pour l'aphagie, c'est l'impossibilité absolue d'avaler. Le siège. Donc, la dysphagie, elle a un siège. Donc, bien sûr, soit elle est cervicale, soit elle est thoracique, soit elle est abdominale. Abdominale haute, bien sûr. Lorsqu'elle est cervicale, donc on dit qu'elle est accompagnée de la toux. Et lorsqu'elle est thoracique, elle est rétro-sternale, donc dans la partie postérieure du sternum. Et lorsqu'elle est abdominale haute, on dit elle est rétro-xiphoïdienne. Bien sûr, le processus xiphoïde, c'est la partie distale du sternum. Elle se situe dans la partie inférieure du corps. Bien sûr, le processus xiphoïde. Je répète, le siège, soit les cervicales, c'est accompagné de la toux, donc le malade euh, va sortir immédiatement de la table. Soit elle est thoracique, on dit elle est rétrosternale, et lorsqu'elle est abdominale haute, c'est rétroxiphoïdienne. Donc il vous dit parfois elle est projetée, donc la dysphagie elle est projetée, c'est-à-dire que la sensation d'obstacle localisée par le patient est au-dessus du siège réel de la lésion, et ceci se voit surtout dans les lésions du cardiaque. Voilà. Donc elle est projetée, donc elle est au-dessus de siège, bien sûr. Donc, par exemple, lorsqu'elle est thoracique, rétrosternale, il vous dit probablement elle est projetée donc au-dessus du sternum, bien sûr. Donc, tout simplement, il faut penser à une lésion du cardiaque. On passe maintenant aux signes accompagnateurs. Les signes accompagnateurs, on aura
la régurgitation, la douleur œsophagienne, l'hypersialorée, les éructations douloureuses. Bien sûr, on aura ces quatre. Donc, on commence par les régurgitations. Donc, c'est à apprendre cette définition. C'est le reflux vers la bouche sans effort de vomissement de débris alimentaires contenus dans l'œsophage. Donc, c'est un reflux vers la bouche sans effort de vomissement. Donc, on n'aura pas d'effort de vomissement. Bien sûr, les débris alimentaires contenus dans l'œsophage, bien sûr, elle est dans l'œsophage. Elle n'est pas au niveau de l'estomac. Elle survient soit immédiatement après l'injection d'un aliment, soit plus tard, notamment lorsque le malade s'allonge. Voilà. Donc la régurgitation, je répète, c'est le reflux vers la bouche sans effort de vomissement de débris alimentaires contenus dans l'œsophage. Ce n'est pas l'estomac, mais l'alimentation, elle est encore dans l'œsophage. Elle est soit immédiate, soit elle est après euh, l'allongement du patient. Et encore, on aura une douleur au niveau de l'œsophage. Donc, s'observe lorsqu'il y a une distension de la musculature œsophagienne en amont d'un obstacle, bien sûr. Elle siège en général tiers moyen de l'œsophage. Elle peut irradier vers la gauche et les mâchoires, cède habituellement après la régurgitation. Voilà. Donc, la douleur œsophagienne, elle est due à une distension de la musculature œsophagienne en amont d'un obstacle, bien sûr. Elle est se localiser au niveau du tiers moyen de l'œsophage, irradiée vers la gorge et la mâchoire, cède habituellement plutôt après la régurgitation. L'hypersialorée, la définition, c'est un écoulement salivaire excessif qui peut apparaître hors de la bouche. Elle est provoquée par le réflexe œsophagio-salivaire qui est dû à l'obstacle de l'œsophage. Voilà. Donc l'hypersialorée, tout simplement, c'est un écoulement. Donc la salive, on aura la salive au niveau des lèvres, de la commissure labiale, etc. Au niveau voilà, au niveau hors de la bouche. Voilà. Donc on aura un écoulement salivaire excessif hors de la bouche. Donc elle est provoquée par un reflux, ou bien le réflexe œsophagio-salivaire qui est dû à l'obstacle œsophagien. Donc, on aura un obstacle au niveau de l'œsophage. Bien sûr, les éructations, donc les gaz, c'est le revoit d'air. Donc, éructation, tout simplement, les gaz. C'est le revoit d'air venant de l'estomac provoque une douleur irradiant vers le rachis. Donc cette éructation va provoquer une douleur vers le rachis. Allez, on continue l'évolution de cette dysphagie. Donc, soit elle est permanente, soit elle est intermittente. Donc, lorsqu'elle est permanente, elle est continue, elle est quotidienne. Donc, progressive, il vous dit survenant d'abord pour les aliments solides, puis semi-solides, enfin également pour les liquides aboutissant à la phagie. Voilà. Lorsqu'elle est permanente, elle est quotidienne. Donc le patient vous dit que je ne peux pas dégliter les aliments solides, puis semi-solides, puis les liquides, et il termine avec une aphagie. Donc, c'est le caractère du cancer de l'œsophage. Donc, il faut penser directement au cancer de l'œsophage. Mais elle a signe tardif de cancer très évolué. Donc, attention, il faut faire attention. Lorsqu'elle est intermittente, on dit elle est capricieuse. Donc, il faut tout simplement penser à un trouble fonctionnel, mais elle peut se voir au cours du cancer. Donc, il ne faut pas négliger le cancer. Il vous dit toute dysphagie dépistée à l'interrogatoire doit entraîner, attention, ce sont des questions d'examen. Un examen clinique, un examen clinique comporte plutôt un examen clinique complet qui sera plus attentif au niveau de la gorge et du cou. Donc attention, un examen clinique qui est complet, même au niveau de la gorge et du cou. Des examens complémentaires qui suivent systématiquement l'examen clinique, donc on aura la radiographie, après l'opacification barytée de l'œsophage,
Et bien sûr, l'endoscopie avec biopsie, bien sûr, des lésions localisées. Donc attention, je répète. Donc lorsque le patient présente une dysphagie, après l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Un examen clinique complet comporte la gorge et le cou aussi. Des examens complémentaires, bien sûr, euh, qui suivit l'examen clinique, c'est la radiographie après l'opacification barytée de l'œsophage et l'examen, bien sûr, endoscopie avec biopsie. Donc, les examens complémentaires, c'est tout simplement la radiographie après opacification barytée de l'œsophage et l'endoscopie avec biopsie. Les principales causes, on passe maintenant aux causes de la dysphagie. Soit on aura des causes mécaniques, soit des causes fonctionnelles. On aura les compressions extrinsèques, c'est la première cause. Soit une anomalie cervicale, c'est le cancer volumineux. Ben, tout simplement, lorsqu'on est dans le cou, il faut penser à la thyroïde, donc le cancer de la thyroïde. Anomalie thoracique qui sera visible à l'examen radiologique du thorax, par exemple le cœur, donc on aura grossissement, grossissement de l'oreillette gauche, d'un rétrécissement mitral par exemple, ou bien les veins qui sont plutôt les vaisseaux qui sont grossir, par exemple l'anévrisme de l'aorte ou bien la tumeur de médiastin. Donc pour les anomalies thoraciques, ils sont visibles à l'examen radiologique. Donc par exemple le corps hypertrophie au cours par exemple d'un rétrécissement mitral, ou bien anévrisme aortique, c'est les vaisseaux qui sont grossir par exemple l'anévrisme de l'aorte, et encore la tumeur de le médiastin. Il faut penser en cours encore le cancer de l'œsophage et le cancer du cardiaque. Donc attention, ne pensez pas le terme cancer devant le patient. Donc il faut suspecter à l'intérieur. Donc ce n'est pas la peine de dire ces différentes euh, probabilités au patient. Donc, ou bien les rétrécissements cicatriciels qui sont une séquelle après ingestion de caustique, esprit de sel. Voilà. Donc, soit on aura un rétrécissement cicatriciel, c'est par exemple lorsqu'il y a une ingestion de l'esprit de sel, ou bien une hernie hiatale. Une hernie hiatale, c'est compliqué d'œsophagite peptique. Donc, il faut penser à toutes ces causes. Je répète pour les causes mécaniques. Soit on aura les compressions extrinsèques cervicales, c'est le cancer volumineux de la thyroïde. Thoracique, visible à la radiographie, c'est tout simplement soit le cœur qui est hypertrophié au cours du rétrécissement aortique, soit les vaisseaux, donc anévrisme de l'aorte, soit une tumeur de médiastin. Il faut penser encore au cancer de l'œsophage et le cancer du cardiaque. Il faut penser au rétrécissement euh, il faut penser au rétrécissement cicatriciel, c'est lorsque le patient ingère de l'esprit de sel, et bien sûr l'hernie hiatale, elle est compliquée d'œsophagie peptique. Lorsqu'il y a des troubles fonctionnels, on a soit la dyskinésie œsophagienne et les spasmes de l'œsophage, bien sûr chez le sujet neurotonique, et la méga-œsophage idiopathique. Donc les signes fonctionnels, on aura la dyskinésie œsophagienne et l'espace de l'œsophage chez les sujets neurotoniques et les méga-œsophages idiopathiques.